Noyau d'une application linéaire. Je vais commencer par vous donner la définition du noyau d'une application linéaire. Ensuite, pour vous familiariser un petit peu avec l'objet, nous allons voir comment on peut le calculer dans des cas de figure. Mais en cours de route, vous allez vous poser la question, mais à quoi peut bien servir cet objet? Pour préserver le suspense, c'est seulement tout à la fin que je vais vous donner le théorème qui va vous révéler l'utilité du noyau. Alors, la définition. Prenons une application linéaire, f de grand E dans grand F, où grand E et grand F sont deux cas espaces vectoriels. Le noyau d'une application linéaire, c'est un ensemble que l'on va noter ici ker de f. Alors pourquoi ker? Parce que ker, c'est l'abréviation de kernel, kernel qui veut dire tout simplement noyau en anglais et en allemand. Et dans cet ensemble, on va prendre tous les vecteurs de l'espace de départ, ici E, donc ça va être tous les U qui appartiennent à E, qui sont annulés par F, c'est-à-dire qui vérifient F de U est égal à 0. Et là, c'est la définition du noyau de F. Maintenant, regardons comment on peut calculer cet objet. Pour ce premier exemple, considérons l'application linéaire f qui va de R3 dans R2, qui au triplet x, y, z associe le couple x plus y plus z, y moins z. Alors faites attention, le noyau n'est défini que pour des applications linéaires, donc assurez-vous que la fonction avec laquelle vous travaillez est effectivement linéaire. Ici, on nous le dit, donc on ne va pas faire la vérification. Alors, pour calculer un noyau, on va utiliser une méthode que vous commencez, j'imagine, à bien connaître, qui consiste à traduire la théorie dans notre contexte pratique à nous. Alors commençons par identifier les objets. Que vaut E ici? Eh bien ici, il vaut R3. Ensuite, que vaut l'espace grand F? Il vaut R2. Et maintenant, nous allons prendre cette définition-là et la transcrire avec le contexte que l'on a. Ker de f, c'est l'ensemble des vecteurs U qui appartiennent à E. Ici, E, c'est R3. Donc on ne va pas utiliser U comme notation, on va plutôt utiliser la notation X, Y, Z. Donc ça va être l'ensemble des X, Y, Z qui appartiennent à R3. Tel que f de u est égal à 0, donc pour nous, ça sera f de x, y, z est égal à 0. Alors attention, ici, 0, c'est le vecteur nul de l'espace d'arrivée de f. Donc ça sera le vecteur nul de R2, qui est aussi le vecteur 0, 0. Quand on est ici, eh bien, comme on a une expression pour f, on peut la remplacer dans le noyau. Donc c'est l'ensemble des x, y, z dans R3 qui vérifie, donc f de x, y, z, c'est cette expression-là, c'est x plus y plus z, y moins z est égal à 0, 0. Et maintenant, vous savez que deux vecteurs de Rn sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. C'est-à-dire que x plus y plus z doit faire 0 et que y moins z doit faire 0. Donc c'est aussi l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, vérifiant ces deux équations-là. X plus y plus z est égal à 0 et y moins z est égal à 0. Et là, on tombe sur un ensemble que l'on a déjà étudié, c'est l'ensemble des solutions d'un système homogène, et on a vu que ce type d'ensemble pouvait se mettre sous la forme d'un vecte. Alors, je ne fais pas les détails des calculs, je vous invite à le faire par vous-même. Moi, je suis tombé sur vecte de moins 2, 1, 1. En faisant la substitution, y vaut z, je remplace, etc., etc. Alors refaisons un petit tour d'horizon de comment j'ai calculé le vecte. Donc j'ai pris la définition abstraite, j'ai remplacé tout ce que je pouvais, donc le U appartient à E est devenu un élément de R3, donc x, y, z appartient à R3, f de U est devenu f de x, y, z, ensuite j'ai tout simplement utilisé les formules pour f, qui sont ici, et puis j'ai fait des petits calculs pour me ramener à des objets connus.
Ce second exemple suit la même méthodologie que l'exemple précédent. Par conséquent, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à essayer de le traiter par vous-même. Ici, on considère l'application linéaire f qui prend un polynôme dans R1 de x et qui lui associe le polynôme xp' moins p. A nouveau, on nous dit que f est linéaire, donc on n'aura pas à le démontrer. Essayons de transcrire le noyau dans ce cas de figure-là. Ici, grand E, ça sera l'espace R1 de x. Grand F, ça sera l'espace des polynômes réels. Et puis, nous pouvons traduire ker de f. Ker de f, c'est l'ensemble des vecteurs u qui appartiennent à E. Ici, E, c'est un espace de polynômes, donc au lieu de mettre u, je vais plutôt mettre p. C'est l'ensemble des p qui appartiennent à R1 de x, qui vérifie f de u est égal à 0, et bien pour nous, ce sera f de p est égal à 0. Ici, 0, c'est le vecteur nul de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire le polynôme nul. Maintenant, on a une expression pour f, qui est celle-ci, donc on peut la remplacer dans l'expression du noyau. Donc c'est l'ensemble des p dans R1 de x, tel que f de p, c'est-à-dire xp' moins p, est égal au polynôme nul. On va essayer de réécrire cet objet-là en utilisant le fait qu'un polynôme est dans R1 de x, si et seulement si il s'écrit sous la forme ax plus b. Donc on peut dire que c'est l'ensemble des polynômes de cette forme-là, ax plus b, donc ils sont dans R1 de x, tel que, donc p est devenu ax plus b, je vais le remplacer partout ici dans cette expression. Donc ça fait x fois ax plus b prime, moins ax plus b est égal au polynôme nul. La dérivée de ax plus b, c'est a, donc ça va nous donner a fois x ici. Quand on simplifie un petit peu, eh bien il va nous rester b. Je vous laisse faire les détails des calculs. Donc c'est l'ensemble des ax plus b dans R1 de x, tel que b est égal au polynôme nul, autrement dit b est égal à 0. Comme b vaut 0, eh bien mes polynômes qui sont ici ont la forme ax, tel que a est un réel, et on tombe sur vect de x, puisque ici on reconnaît l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme scalaire fois vecteur. Ici, le vecteur c'est x, donc ça nous fait vect de x. Et on a exprimé ker de f sous forme de vect. Vous l'aurez peut-être remarqué, dans les deux exemples précédents, nous sommes parvenus à exprimer le noyau d'une application linéaire sous forme de vect. Autrement dit, le noyau était à chaque fois un espace vectoriel. Et en fait, ce n'est pas un hasard parce que un noyau est toujours un espace vectoriel. Plus précisément, si vous prenez une application linéaire petit f entre les espaces vectoriels grand E et grand F, alors vous avez que ker de f est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ, c'est-à-dire de E. Alors c'est ce résultat que nous allons démontrer dans la séquence qui suit. Normalement, vous disposez de toutes les connaissances à la fois méthodologiques et théoriques pour pouvoir le faire par vous-même. Donc je vous invite à essayer de rechercher la démonstration de ce théorème avant de visionner la suite. Alors comme vous le savez, les démonstrations avec les sous-espaces vectoriels, il est important de bien avoir en tête qu'est-ce que ça veut dire qu'un élément appartient à l'ensemble considéré. Donc ici on va travailler avec ker de f, donc un élément appartient à ker de f s'il vérifie l'équation f de u est égale à 0. J'ai rajouté cette petite ligne, ça permet de bien visualiser les choses. U appartient à ker de f si et seulement si f de u est égal à 0. Gardez ça bien sous les yeux pour la preuve. Alors tout d'abord, observez que ker de f prend des éléments de E, donc nécessairement, ker de f, c'est un sous-ensemble de E.
D'autre part, E c'est un K-espace vectoriel, ça fait partie des hypothèses du théorème. Donc il est légitime de penser que ker de F est un sous-espace vectoriel de ce plus gros espace vectoriel qu'est E. Pour démontrer que c'est un sous-espace vectoriel, on va utiliser la caractérisation des sous-espaces vectoriels et on a deux conditions à vérifier. Première condition, vérifions que ker de F n'est pas l'ensemble vide. Et on va essayer de montrer qu'il y a 0, le vecteur nul, dans ker de F. Est-ce que le vecteur nul est dedans? Et la réponse est oui, parce qu'on a vu que quand f est linéaire, on avait toujours f de 0 est égal à 0, car f linéaire. Par conséquent, ça vérifie cette équation, donc 0 est dans ker de f. Et comme 0 est dans ker de f, nécessairement ker de f est différent de l'ensemble vide. Maintenant, regardons la deuxième condition. Il faut montrer que si on prend deux vecteurs u et v dans ker de f et un scalaire lambda, alors lambda u plus v est encore dans ker de f. Alors qu'est-ce que ça veut dire que u et v sont dans ker de f? On utilise notre petit résultat ici. U et v sont dans ker de f. Ça veut dire que f de u est égal à 0 et f de v est égal à 0. Et il faut montrer que lambda u plus v est encore dans ker de f, c'est-à-dire que f appliqué à ceci doit faire 0. Alors, essayons de voir ce qui se passe. F de lambda u plus v. Comme f est linéaire, eh bien je sais qu'on peut casser les additions. Ça va faire f de lambda u plus f de v. Donc ça c'est la linéarité de f. F linéaire. Ensuite, f est linéaire, donc je peux aussi sortir les scalaires. Donc ça va faire lambda f de u plus f de v. Donc toujours par linéarité. Maintenant, u et v sont dans le noyau, donc ils vérifient tous les deux f de u est égal à 0, f de v est égal à 0. Donc là, je peux remplacer ces termes-là. Ça fait lambda fois 0 plus 0. Et ça fait 0. J'ai réussi à montrer que f de lambda u plus v est égal à 0, c'est-à-dire que lambda u plus v est un élément du noyau. Et j'ai réussi à démontrer la deuxième condition. Les deux conditions sont vérifiées. Conclusion, ker de f est un sous-EV de l'espace vectoriel E. Alors vous l'aurez compris, le noyau d'une application linéaire est un espace vectoriel et il se calcule relativement bien en utilisant les méthodes et techniques que l'on a appris dans les vidéos précédentes. Mais à quoi ça sert concrètement? Eh bien, il y a un lien très étroit entre le noyau et l'injectivité de la fonction f. Ce lien est donné par le théorème suivant. Donc si vous prenez une application linéaire entre E et f, vous avez que f est injective si et seulement si le noyau de f est réduit à l'ensemble ne contenant que le vecteur nul. Alors avant de passer à la démonstration de ce résultat-là, je vais vous donner un premier exemple. En guise d'anti-sèche, ici je vous ai remis la définition du noyau, ainsi que le théorème que je viens d'édicter. Alors on regarde l'application linéaire suivante, c'est une application qui va de R2 dans R2, qui a xy, associe x plus y, x moins y. Et on va calculer son noyau. Alors ce qui joue le rôle de E ici, c'est R2, et le rôle de F, c'est R2. Donc quand on traduit le noyau, ker de F, U appartient à E, comme E c'est R2, et bien ça sera l'ensemble des xy appartenant à R2, tel que f de u est égal à 0, c'est-à-dire pour nous, f de xy est égal au vecteur nul. Alors le vecteur nul, ce sera le vecteur nul de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire le vecteur nul de R2, ce qui fait 0, 0. f de xy, on remplace par l'expression, donc c'est l'ensemble des xy dans R2, tel que x plus y, x moins y est égal au vecteur nul. On identifie les coordonnées, ça fait l'ensemble des xy dans R2
vérifiant le système suivant. X plus y est égal à 0, x moins y est égal à 0. Et puis, ce système, vous pouvez le résoudre, et il va se trouver que quand on le résout, ça fait l'ensemble des xy dans R2, tel que x est égal à 0, y est égal à 0. Comme x et y valent 0, et bien nécessairement dans notre ensemble, il n'y a que le couple 0, 0, c'est-à-dire en fait le vecteur nul ici de R2. On vient de montrer que le noyau de f est réduit au vecteur nul. Par conséquent, grâce à notre théorème, on peut affirmer que f est injective. Donc f est injective. Donc voilà un exemple d'application du théorème. Notre théorème est une équivalence, et pour démontrer cette équivalence, on va raisonner par double implication. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va montrer que si f est injective, alors le noyau sera réduit à l'ensemble qui ne contient que le vecteur nul. Puis, dans un deuxième temps, on montrera l'implication dans l'autre sens, c'est-à-dire que si le noyau est réduit au vecteur nul, alors on a obligatoirement que f est injective. Alors bien sûr, pour bien suivre la démonstration, il va falloir se souvenir qu'est-ce que ça veut dire être injectif. Alors je vous le rappelle rapidement, la fonction f qui va de grand E dans grand F est injective si et seulement si, à chaque fois que vous prenez deux éléments de l'espace de départ, u et v, si vous avez que f de u est égal à f de v, alors vous devez obligatoirement avoir u est égal à v. Ensuite, regardez ici, on aura besoin de démontrer l'égalité entre deux ensembles. Et je vous rappelle qu'une stratégie pour le faire, pour montrer qu'un ensemble A est égal à un ensemble B, eh bien on peut raisonner par double inclusion, c'est-à-dire montrer que A est inclus dans B et B est inclus dans A. C'est ce que nous ferons ici. Et puis aussi, je vous rappelle que si vous voulez montrer une inclusion d'un ensemble dans un autre, par exemple A inclus dans B, eh bien on raisonne comme ceci. On prend un élément X dans A et on montre que ça implique que X appartient à B. Si vous arrivez à montrer cette implication-là, c'est que obligatoirement vous avez cette inclusion-là. Et encore une fois, on s'en servira ici. Montrons que si f est injective, alors le noyau est réduit à l'ensemble qui ne contient que le vecteur nul. Alors on va raisonner par double inclusion. Montrons d'abord que l'ensemble qui ne contient que 0 est inclus dans ker de f. Alors on a vu que comme f est linéaire, f de 0 vaut 0. Donc 0 est un élément du noyau. Je vous rappelle, c'est grâce à la définition du noyau. Donc 0 appartient à ker de f. Et si 0 est dans le noyau, eh bien nécessairement, on a l'inclusion suivante. L'ensemble qui contient 0 est inclus dans le noyau. Maintenant, on va regarder l'inclusion dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va montrer que ker de f est inclus dans l'ensemble qui ne contient que 0. Donc on va prendre un élément dans le noyau et on va montrer qu'il appartient à cet ensemble, c'est-à-dire qu'il vaut 0. Prenons u dans ker de f. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que f de u vaut 0. Ça, c'est la définition du noyau. Mais rappelez-vous, 0, on peut l'écrire d'une certaine manière. On peut aussi l'écrire comme f de 0. Si bien que quand on a écrit ça, on arrive à cette égalité-là. F de u est égal à f de 0. Oui, mais par hypothèse, f est injective. Si elle est injective, elle vérifie cette petite propriété-là. F de machin est égal à f de bidule, ça implique que machin égale bidule. Ici, on a f de u est égal à f de 0. Ça implique que u est égal à 0, car f est injective. On vient de montrer que si u est dans le noyau,
alors U vaut nécessairement 0. Par conséquent, ker de f est inclus dans l'ensemble qui ne contient que 0. On a montré l'inclusion dans ce sens-là, on a montré l'inclusion dans l'autre sens, on a donc montré l'égalité. Conclusion, ker de f est bien l'ensemble réduit au vecteur nul. Maintenant, nous allons montrer l'implication dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va supposer que le noyau est réduit au vecteur nul, et on va essayer de montrer que f est injective. Alors supposons si ker de f est égal à l'ensemble qui contient le vecteur nul. On va essayer de montrer l'injectivité, c'est-à-dire on va essayer de montrer la caractérisation de l'injectivité. On va prendre deux éléments de E, quel que soit U et V dans E, qui vérifient f de U est égal à f de V, et on va essayer de montrer, en faisant des manipulations successives, que nécessairement U est égal à V, et on aura donc l'injectivité. Alors il faut, en partant de là, essayer de faire le lien avec le noyau. Et vous voyez, un élément du noyau doit vérifier une équation de ce genre-là. Donc ça serait bien d'avoir machin truc est égal à 0. Alors une façon de s'y prendre, c'est tout simplement de prendre f de v et de le passer de l'autre côté. Regardez ce que ça va donner. F de u moins f de v est égal à 0. Donc ça commence à s'approcher de ça, mais c'est pas tout à fait ça, parce que nous on aimerait f de machin truc, alors que là il y a plusieurs f. Mais c'est sans compter avec la linéarité de f. Regardez ce qu'on peut faire. Déjà, le moins ici, on peut l'écrire comme moins 1 fois quelque chose. Donc ça, c'est f de u plus moins 1 fois f de v est égal à 0. Et comme f est linéaire, eh bien, on peut sortir les scalaires, mais aussi les rentrer. Donc le moins 1, je vais le rentrer à l'intérieur de f. Donc ça va faire f de u plus f de moins v est égal à 0. Donc ça, c'est car f linéaire. Ensuite, vous savez que comme f est linéaire, on peut casser les additions, mais on peut faire l'opération aussi à l'envers, c'est-à-dire rassembler les additions. C'est ce que je vais faire ici. Là, ça va me donner f de u moins v est égal à 0, toujours car f linéaire. Et regardez ce que j'obtiens. J'obtiens que f de machin est égal à 0. C'est exactement le même type d'expression que le fait d'être dans le noyau. Ça veut dire que u moins v est dans le noyau de f. Donc u moins v appartient à ker de f. Mais rappelez-vous, par hypothèse, ker de f ne contient que 0. Si ker de f ne contient que 0, c'est que u moins v vaut 0. Donc ça fait que u moins v est égal à 0, car ker de f est réduit au vecteur nul. Et si u moins v vaut 0, c'est que u est égal à v. Et regardez ce qu'on vient de démontrer. Si f de u est égal à f de v, alors u est égal à v. C'est exactement la caractérisation de l'injectivité. Donc, f est injective. On vient de montrer que si le noyau est réduit à 0, alors l'application est injective. On a montré donc cette implication-là, et on a démontré le théorème. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci ? D'abord, retenez la définition du noyau d'une application linéaire f allant de grand E dans grand F. Le noyau de petit f, c'est l'ensemble des vecteurs u appartenant à l'espace de départ, vérifiant f de u est égal au vecteur nul. Retenez également que le noyau est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ, et que l'application linéaire est injective si et seulement si le noyau est réduit au vecteur nul. Enfin, retenez ces deux éléments de méthodologie. Un vecteur u appartient au noyau de f si et seulement si f de u est égal au vecteur nul. Et puis, pour calculer le noyau de f, cette méthode que l'on a déjà rencontrée plusieurs fois, qui consiste à transcrire la définition formelle dans votre contexte à vous.
Voilà, nous en avons fini avec la notion de noyau ainsi que l'injectivité des applications linéaires. Maintenant, nous allons explorer la surjectivité des applications linéaires.